Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. C'est l'heure de la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Madame, Messieurs, place au sommaire. Alors que le gouvernement congolais atteste que les niveaux de prix est relativement stable, la réalité est autre dans le grand marché de la ville de Kinshasa où le prix des denrées alimentaires galope continuellement. Vous aurez des détails dans ce journal. Et puis, chaque 7 novembre est célébrée la journée internationale des écrivains africains et à cette occasion, Géopolis Télévision a fait le point sur la situation de la littérature africaine. Et à l'international, de nombreux pays africains ont pris des mesures pour favoriser les échanges commerciaux intra-africains dans l'effort d'intégration économique porté par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, Madame, Messieurs. La Première ministre a signé un décret visant à lutter contre la vie chère avec pour objectif de réduire le prix de denrées alimentaires importées. Cette initiative marque un tournant dans les efforts du gouvernement pour maîtriser l'inflation. Il a été décidé que le ministère de l'économie, en collaboration avec l'inspection générale des finances, de procéder à la certification de stock permettant ainsi aux importateurs de bénéficier de crédits d'impôt applicables sur leurs futures importations. Cette mesure devrait contribuer à faire baisser le prix dans le plus bref délai, a conclu Daniel Moukoko Samba, porte-parole du comité des conjonctures économiques, que je vous invite à suivre. Pour constater que la stabilité qui s'est installée sur ces différents marchés se confirme semaine après semaine. Le niveau de prix est relativement stable, le taux d'inflation est maîtrisé. Pareil également pour le marché des changes où l'on continue à observer une stabilité relative tant sur le marché indicatif que sur le marché parallèle. Mais puisqu'on tend vers la fin de l'année, le comité s'est également appesanti sur l'exécution des dépenses publiques, le niveau d'exécution des dépenses publiques. Vous savez qu'il nous reste 2 mois pour l'exercice 2024 et pour préserver la stabilité qui est constatée depuis quelques mois, la clé c'est bien sûr une bonne maîtrise dans l'exécution des dépenses publiques et dans la mobilisation des recettes. Le mois de novembre est un mois fiscal. Il est donc important que les recettes publiques soient mobilisées à la hauteur voulue, mais qu'il y ait aussi une bonne maîtrise des dépenses publiques, essentiellement les dépenses en urgence. Le gouvernement s'est fixé l'objectif de garder un niveau, on va dire, tolérable de dépenses en urgence, mais il est évident que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour une bonne tenue de ces dépenses, surtout en cette période de fin de l'année. D'ailleurs, à ce sujet, la réunion du comité de conjoncture économique a pris la résolution d'obtenir des ministères des Finances et du ministère du Budget un plan de trésorerie pour les 2 derniers mois de cet exercice, donc de cette année, de manière à ce que nous ayons une bonne prévisibilité de la manière dont nous allons contrôler les dépenses publiques.
Alors que le ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, le VPM donc, évoque la stabilité de prix dans l'élément que nous venons de suivre, un tour dans le marché semble contredire cette affirmation. Le prix d'un panier d'épiments en provenance de Boma est passé des 120 000 francs à 200 000 francs, soit 73 $ entre le 24 septembre et le 21 octobre 2024. Cette hausse due aux taxes élevées et au mauvais état des infrastructures impacte également d'autres produits alimentaires. Francine Moukeba et Enika Bamba ont fait les constats dans les grands marchés de Kinshasa. Cette hausse des prix affecte également les paniers d'oignons en provenance des Zambie, des Tanzanie et du Bénin qui sont passés des 90 000 francs à 130 000 francs. Par ailleurs, un sac de farine de semoule de 25 kg qui s'est vendu à 45 000 francs coûte aujourd'hui 58 000 francs. Sur la même lancée, un sac de haricots qui s'est vendu à 160 $ est maintenant à 210 $. Un filet d'oignon en provenance de Chine est passé de 30 000 francs à 90 000 francs. Selon les vendeurs rencontrés au marché Gambela, cette augmentation des prix est causée par la taxe foncière, la dépréciation de la monnaie et le délabrement des routes. Cette situation inquiète les revendeurs autant que les consommateurs. La pilipili toza kosomba ngo 40 000, 50 000 eye komata 100 000. Mais ti lelo ekomi na 200 000. Mais bakitila biso biloko na dollar ekita. Dollar efe kita. Po dollar so ekiti po bango biloko ebataka na camion bazo tiango mazuti. Bazo kosomba biloko awa cher yango na bazo matisa pe bango pilipili cher. Mama, carton poisson oyo to banda kosomba wana ba 150, 170. Singo ndoto olo babo ekomi ba 270 ata yo moko tola ndenge matiwa tokoteka ngo ndenge nini tokozwa bénéfice ndenge nini tozokende ndenge nini emati matungulu emati na tanga kala wana oyo eleka tobanda kosomba matungulu ba 25 000 ba 35 000 neti lelo tana na somba yango 120 000 différence ya mbongo ebele toteka bilo tozwa bénéfice te soko okuti lelo 120 000 lobi oteki lobi lero okende ok kokuta ngo ekomi prix ebele esu ndenge osombaki kasi kozi moto olandela bapia oyo aza te moto olandela bapia oyo osombai na kombe ochabo aza te neti omoi biloko soki mboka na biso ezalaki bien mbele biloko ezoyelaka na nzela na biso nde eya pa baninga ya biso siko bataxe eleki ebele. Pour s'attaquer au problème de la hausse des prix des denrées alimentaires en RDC, il est nécessaire de mettre en place un ensemble complet d'interventions politiques. Ces politiques devraient aborder à la fois les vulnérabilités externes et les inefficacités internes qui contribuent à l'inflation, ainsi que les problèmes systémiques de corruption et de mauvaise gouvernance qui ont permis à la situation de s'aggraver. Alors que le prix flambe, une autre crise frappe cette fois à l'échelle planétaire. Pour la première fois, la limite de 1,5 degré Celsius de réchauffement sera franchie sur une année civile, ce qui ferait de 2024 l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les conséquences de ces réchauffements climatiques se font déjà sentir dans de nombreux pays, y compris en République démocratique du Congo. Cette situation pourrait sérieusement compromettre les efforts économiques du pays. Commentaire signé Damani Mujinga. L'année 2024 est sur le point de devenir la plus chaude jamais enregistrée, avec un dépassement historique de la limite de 1,5 degré Celsius de réchauffement par rapport au niveau pré-industriel, selon un rapport de l'Observatoire européen Copernicus, publié ce jeudi 7 novembre. Ce phénomène de réchauffement mondial a des répercussions dramatiques, en particulier pour des pays vulnérables comme la République démocratique du Congo, où les effets du changement climatique risquent d'aggraver les inégalités et de compromettre les efforts de développement. Le rapport 2023 de la Banque mondiale sur le climat et le développement de la RDC souligne la grande vulnérabilité du pays aux événements climatiques extrêmes tels que les inondations et les sécheresses. Ces catastrophes pourraient ralentir les progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté et exacerber les défis socio-économiques.
En l'absence des mesures d'adaptation adéquates, le PIB de la RDC pourrait chuter jusqu'à 13% d'ici 2050. Les populations les plus vulnérables, déjà exposées à un manque d'accès à l'eau, à l'électricité et à des infrastructures de base, seraient les plus durement touchées. Les impacts du changement climatique en RDC vont bien au-delà de la dégradation des conditions de vie. Ils risquent de déstabiliser l'économie du pays, notamment en affectant l'agriculture, un secteur essentiel pour la sécurité alimentaire de la population. Le manque d'adaptation face aux conditions climatiques extrêmes pourrait ainsi entraîner une baisse importante de la productivité agricole, aggravant encore la crise alimentaire. Face à ces défis, la RDC doit redoubler d'efforts pour renforcer sa résilience face au changement climatique. Cela implique d'adopter des stratégies de développement durable, intégrant des mesures d'adaptation comme la gestion intégrée des paysages, le soutien à l'agriculture intelligente face au climat et la diversification de son économie. La Banque mondiale recommande également d'investir dans des infrastructures résilientes et de favoriser la participation du secteur privé pour soutenir une transition vers une économie plus verte et durable. Parmi les solutions proposées figurent le développement de l'hydroélectricité, la promotion des pratiques minières durables, la préservation des forêts et l'amélioration de l'accès aux services de base pour les populations. Cependant, ces initiatives nécessitent des investissements considérables. Pour compenser les effets du changement climatique, la RDC devra investir jusqu'à 9% de son PIB supplémentaire d'ici 2050. Autre chose, à présent, à l'occasion de la journée internationale de l'écrivain africain, la bibliothèque Wallonie-Bruxelles a célébré deux grandes figures de la littérature congolaise. Il s'agit de Clémentine Nzizi et Marie-Eugénie Mpongo. Ces écrivaines, par leur parcours exceptionnel, incarnent le talent et la richesse de la voix féminine africaine. Rosie Chioyo était sur place. Alors que le monde célèbre la journée internationale des écrivains africains, deux écrivaines congolaises des talents étaient à l'honneur au centre Wallonie-Bruxelles. Il s'agit de Clémentine Nzizi et Marie-Eugénie Mpongo qui ont remporté ex aequo le premier prix de poésie. Marie-Eugénie Mpongo, l'une des lauréates, a souligné l'évolution du langage et de l'esprit de la jeunesse actuelle, un phénomène largement présent dans la littérature contemporaine, se traduisant par des récits empreints de modernité et de réflexion. La jeunesse d'aujourd'hui a un esprit différent de nous, elle a aussi un langage différent de nous, et cela est traduit dans cette littérature, qu'elle soit en français ou en lingala, elle traduit cet esprit des jeunes qui peuvent, avec dérision, traiter des grands problèmes comme si ça ne les touchait pas. Mais c'est la manière congolaise de pouvoir même s'autocritiquer comme si c'était une chose extérieure. Et j'admire beaucoup cet esprit des jeunes qui sont capables de garder la lucidité pour examiner et analyser les différents problèmes que vit le Congo. Cet événement a également permis de discuter des défis rencontrés par les écrivains du continent et de dresser un bilan de leurs actions afin de dégager des pistes et des progrès pour renforcer l'unité et l'impact de la littérature africaine. Ce fut aussi l'occasion de rappeler l'importance de la lecture dans la compréhension du monde. Comprendre, c'est se saisir déjà soi-même, saisir l'objet dont on parle, mais aussi se saisir soi-même puisqu'il y a une introspection qu'on fait, mais après on y met des mots pour que cette introspection puisse être partageable. Maintenant, on peut être un peu plus, on peut contextualiser cela. Aujourd'hui, nous sommes là pour rendre hommage à deux dames littéraires, Madame Mpongo et Madame Clémentine Nzizi. Je suis heureux de voir l'accueil que les jeunes accordent à la littérature. C'est assez encourageant. Maintenant, il faudrait que les livres soient disponibles pour qu'on les lise et qu'on les comprenne. Les saluer en faisant une lecture critique de leur œuvre et de dire ce que nous pensons de cela. Sans quoi ce sera simplement des noms que nous avons retenus, pas forcément des choses qui vont transformer notre façon
et de les connaître et de nous connaître mieux à travers leurs œuvres. Les deux lauréates ont été présentées par deux autres écrivaines congolaises, Elisabeth Touolandé et Laetitia Lokumu. Pour célébrer leur travail, des comédiens ont interprété des extraits de leurs œuvres, offrant au public un aperçu vivant de leur écriture. Toujours en lien avec la journée internationale de l'écrivain africain, c'est célébré chaque 7 novembre. Comment redonner à l'auteur congolais et à son œuvre la place qu'il mérite dans la société congolaise? Tentative de réponse dans ces dossiers signés Rachel Misenga. En ces jours où le monde célèbre la journée internationale des écrivains africains, une question taraude les esprits. Le jeune Congolais à qui l'on reproche déjà de détourner leur attention des livres pour se tourner vers le téléphone, s'intéresse-t-il encore aux écrivains nationaux? Nous pouvons par exemple citer le très célèbre Kamara Lay et son œuvre L'Enfant Noir, qui est notre livre le plus usité, dans lequel nous avons autant de textes à partir de l'école primaire jusqu'à même à maintenant. Ou encore nous avons Kité Couteau qui écrit J'ai épousé une vierge, ou encore les tout nouveaux romanciers. Nous avons Abdel Laleye qui écrit Pourquoi moi? L'un des auteurs africains le plus lu dans le continent, Kamara Lay, avec son roman L'Enfant Noir, où nous avons beaucoup des récitations, des textes que nous avons dû explorer durant notre parcours, qui nous a enrichis sur le plan grammaire, rédaction, ainsi de suite. Il y a aussi Peter Abrams, un auteur important sur la politique africaine qui a écrit Le Sentier du Tonnerre. Il y a aussi Bernard Dadieu, un écrivain sénégalais qui a marqué l'histoire par ses œuvres. Si certains élèves citent aisément de noms écrivains congolais et même les ouvrages qu'ils ont lus, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui, d'autres n'en connaissent pas du tout, à l'image de ces jeunes hommes qui s'expliquent. En matière de littérature africaine, je ne m'y connais pas beaucoup, mais je suis plus dans la littérature française. Parce que à la maison, j'ai des romans et c'est plus de romans français. Ces désintéressements progressifs pour la littérature congolaise pourraient en partie s'expliquer par les difficultés rencontrées par les écrivains pour publier leurs ouvrages en RDC. Vous avez la difficulté de l'impression due à plusieurs contraintes. Nous sommes l'un des rares pays au monde où les intrants d'imprimerie, les livres, sont taxés à l'entrée. Alors à cela, vous ajoutez la destruction du Congolais lambda pendant des décennies. C'est ainsi que vous voyez, personne ne lit, personne n'achète des livres presque, etc. C'est fait exprès. En outre, Kach Katende, ces dramaturges de renom, se demandent pourquoi la littérature congolaise est jusqu'à ce jour enseignée timidement dans les écoles en RDC. Il est inadmissible au XXIe siècle que la littérature congolaise soit enseignée timidement et pas à haute voix. On attend la permission de qui pour que le programme de la 7e jusqu'en 4e maintenant, c'est-à-dire de la 1er jusqu'en 6e secondaire, même à l'école primaire, en 5e, 6e, qu'on puisse mettre d'office les écrivains congolais. On attend la permission de qui? Il conclut, à l'instar des États généraux de la justice qui se déroulent en ce moment, il serait nécessaire d'organiser des États généraux de la culture pour définir une politique nationale en faveur de la promotion de l'écrivain congolais et de son œuvre. Et tout comme la littérature, le sport représente un pilier de la culture et de la fierté nationale. Cette phrase nous amène donc à parler de l'actualité sportive. Et sachez que le sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, était devant la presse ce jeudi 7 novembre 2024 dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football association. L'occasion pour lui de faire le point sur le match à venir et de répondre aux questions sur la situation de l'équipe. Suivez donc Sébastien Desabre. Il n'y a pas de joueurs à très court terme qui vont venir renforcer l'équipe, à part si les joueurs nous appellent en nous disant je veux absolument jouer pour l'équipe nationale A, mais nous on ne court pas après les joueurs. Nous, oui, effectivement, dans les noms que vous avez cités, on a rencontré ces joueurs-là, on a exposé
les objectifs qu'on a avec la sélection, mais on est très content avec les joueurs qu'on a actuellement. Après, si on estime qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter un plus à la sélection, on écoutera et puis on les fera venir avec plaisir. Après, alors quand les joueurs locaux, j'allais vous dire quand ils vont oui c'est vous, je sais, quand on va estimer qu'ils sont prêts pour le faire, et vous en rencontrez pour un joueur U20, ils ont eu une expérience internationale en Unifac. Ils vont faire la CAN U20. Là, ils partent faire des matchs internationaux, d'expérience. Et le jour où ils seront prêts, de toute manière, nous, on estime appeler les meilleurs joueurs. Mais on n'est pas là pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Il y a de la concurrence, vous le voyez bien. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 26 joueurs. Et j'ai pas sélectionné Grady Diagana, et j'ai pas sélectionné Akolo, et j'ai pas sélectionné certains autres qui ont aussi de la qualité. Donc ça nous sécurise au Congo parce qu'on a des bons joueurs. Maintenant, l'équipe, elle a besoin, et elle l'a aujourd'hui par l'intermédiaire de Chancel Mbamba, d'Edo Kayembe, de Meshak, de Silas, de Mayele, de Baka, d'avoir la fibre locale, parce que c'est très important d'avoir un équilibre. On ne peut pas être bon uniquement avec des binationaux qui ne connaissent pas le contexte de Afrique. Madame, Monsieur, vous suivez la grande édition du journal télévisé sur votre chaîne Géopolis Télévision. Maintenant, nous allons prendre l'avion pour partir du côté de la page internationale. À propos de développement en Afrique, une attention particulière est également portée à l'intégration économique, notamment grâce à la zone de libre-échange continentale, dans un contexte où le commerce sous-régional représente encore une part relativement faible. Les experts estiment que la simplification de procédures douanières est essentielle pour une meilleure intégration économique, un modèle d'intégration que de nombreux pays africains cherchent à appliquer. Suivez. Au Bénin, les projets d'appui au développement du maraîchage PADMAR en sigle, initiés par le gouvernement en partenariat avec le Fonds international de développement agricole, a reçu un soutien financier de 16 milliards de francs CFA du Fonds de l'OPEP pour le développement international au FID en sigle. Ces soutiens permettra le financement de la phase d'extension du PADMAR dans 27 communes stratégiques du pays. Ces soutiens, annoncés en marge des assemblées annuelles 2024 du FMI et de la Banque mondiale, vient appuyer le plan stratégique de relance du secteur agricole adopté en 2011. Les communes ciblées, notamment Karimama, Parakou, Djougou, Boïkon et Akpro-Miserete, bénéficieront d'une zone de couverture de 18 109 km² abritant plus de 5,8 millions de personnes. Le développement du maraîchage dans ces pays d'Afrique de l'Ouest est essentiel pour renforcer la sécurité alimentaire et la résilience des agriculteurs. Grâce à cette extension, les PADMAR devraient permettre aux producteurs locaux de mieux répondre aux exigences du marché régional tout en participant à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales. Et dans le but de développer le secteur agricole du Bénin, le gouvernement a obtenu un soutien financier de 16 milliards de francs CFA du fonds de l'OPEP pour le développement international. Ces financements permettra d'étendre le projet d'appui au développement du maraîchage dans 27 communes du pays. Une initiative qui s'inscrit dans un contexte de coopération régionale croissante et de soutien au secteur stratégique pour la sécurité alimentaire. Suivez. En réduisant les obstacles au commerce, à l'investissement et à la mobilité, la ZLECAf vise à agir comme un catalyseur de la croissance économique de l'Afrique. Les données de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement montrent cependant que les commerces intra-africains représentaient en 2023 moins de 18% du commerce total du continent,
contre près de 68% en Europe. Pour changer ces narratifs, en 2023, le Nigeria a voté le Nigeria Customs Service Act avec une loi devant faciliter l'efficacité commerciale du Nigeria et la croissance de PME en s'alignant sur un objectif de stimuler les exportations et de favoriser le commerce intra-africain. En juillet 2024, cette loi a permis à Chinwe Ezewa, PDG de la Look Nigeria Limited, de devenir la première femme à exporter des marchandises dans le cadre de l'initiative de commerce guidé de la ZLECAf vers l'Afrique de l'Est. Le Nigeria a également investi dans les entreprises numériques et créatives, envisage de s'engager pleinement dans la mise en œuvre de protocoles sous-régionaux sur les commerces numériques. Il est crucial que l'initiative pour le commerce guidé s'aligne sur les objectifs plus larges de la ZLECAf qui prévoit une augmentation de 53% du commerce intra-africain d'ici 2035. Et pour compléter l'actualité, place à présent à la revue de presse, sélection et commentaires de Francine Moukeba. Bonsoir, bienvenue dans cette revue de presse. Commençons cette revue de presse avec les états généraux de la justice occupent ce jeudi 7 novembre 2024 une place de choix dans la presse quinoise. Cet événement majeur, rapporte Info 27, qui se tient à Kinshasa d'ici au 13 novembre, réunit plus de 3500 acteurs du secteur judiciaire, dont les magistrats, des experts, des activistes de droits de l'homme et des universitaires pour un diagnostic sans concession de l'état du système judiciaire en République démocratique du Congo. Dans son discours d'ouverture de ces assises, le président Félix Tshisekedi, rapporte le quotidien Forum des As, a déclaré « La nation vous observe ». Avertissons les magistrats que chaque écart et toute compromission avec les valeurs de probité et de droiture serait désormais puni. Le président a ajouté, enrichi la prospérité, que le temps des avertissements est révolu et que des mesures fermes seront prises contre ceux qui trahiraient leur mission et leur serment. Les foires rappellent que ces assises font écho à celles de 2015, soulignant qu'une évaluation des recommandations de ces assises est indispensable pour mesurer les progrès des réformes passées. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, n'a pas hésité à pointer les maux dont souffre la justice congolaise, notamment des conditions de travail déplorables, les magistrats corrompus et une insatisfaction généralisée de la population face à l'injustice. En matière de sécurité, le journal rapporte les efforts de la RDC et la Zambie pour la sécurité aux frontières. Les experts de ces deux pays seront retrouvés à Kitwe, une ville zambienne, pour élaborer des recommandations visant à mieux lutter contre les crimes transfrontaliers, notamment le long de la frontière, un point clé pour la coopération bilatérale entre les deux pays. Enfin, la référence Plus s'intéresse aux retombées possibles de l'élection de Donald Trump sur les relations internationales. Le journal met en lumière la délocalisation controversée de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, une décision qui a exacerbé les tensions au Moyen-Orient. Toutefois, le journal note aussi que la politique de Trump a indirectement soutenu la transition démocratique de la RDC en 2019, contribuant à une passation pacifique et civilisée du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette lecture de journaux parus dans la ville de Kinshasa ce jeudi 7 novembre 2024 que nous bouclons ces journaux. Place au rappel de titres. Alors que le gouvernement congolais atteste que les niveaux de prix est relativement stable, la réalité est autre dans le grand marché de la ville de Kinshasa où le prix des denrées alimentaires galope continuellement. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis chaque 7 novembre est célébrée la journée internationale des écrivains africains. À cette occasion, Geopolis Télévision a fait le point sur la situation de la littérature africaine. Et à l'international, de nombreux pays africains ont pris des mesures pour favoriser les échanges commerciaux intra-africains dans l'effort d'intégration économique porté par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale.
Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur votre chaîne qui, à partir de 21h, vous proposera un plateau spécial. Nicolas Kazadi, ancien ministre de Finances, d'abord accusé puis disculpé dans cette affaire de forage et des lampadaires, rompt le silence ce soir à partir de 21h. Une émission à ne pas rater. Vous connaîtrez toutes les vérités sur cette affaire avec Nicolas Kazadi qui sera donc interrogé notamment par Willy Kalengai. Au revoir et à très bientôt.